Hello, bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler d'opinions pas très souvent partagées sur la maternité et la grossesse. Bonne écoute! Hello Néné, comment ça va? Hello Ndaya, ça va et toi? Nyeh. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, et on passe à la sujet suivant. Allez hop. S'il vous plaît. Non mais j'ai juste Bon. l'impression qu'il y a une sorte de... Il y a des moments où tu as une sorte de malédiction informatique, technologique. Comment ça? Mais tu sais, il y a quelques mois, on n'avait pas pu enregistrer parce que j'avais mon ordi qui m'avait lâché. Ouais. Ça, c'était mon ordi portable qui avait lâché. Et maintenant, c'est mon ordinateur, mon iMac, qui est en train de me lâcher. J'ai l'écran, en fait, qui ne fonctionne plus. Il fait grève. Franchement, j'en ai trop marre. Donc là, j'ai un MacBook qui est cassé, qui doit être réparé. J'ai le iMac, l'écran ne fonctionne plus. Donc là, juste pour enregistrer cet épisode, je suis obligée de le brancher de brancher en fait l'écran d'un autre appareil pour pouvoir voir ce que je fais. Mais sinon, quand je regarde en face de moi, là, j'ai un iMac, c'est un écran brouillé. Tu vois, comme les télés tubes cathodiques à l'époque. Ouais, carrément. C'est ça qui se passe. Et d'habitude, quand on enregistre, j'ai des écouteurs. Mais mes écouteurs aussi ne fonctionnent plus. Donc, je ne sais pas quelle malédiction est tombée sur moi avec la technologie ces derniers mois, qui va prendre tout l'argent qui me restait. Voilà. Est-ce que je peux te proposer de faire passer un peu de sauge? Ouais. Donner un bâton de sauge. Un peu de Palo Santo, un peu d'eau bénite. Tu viens, ramène ton Palo Santo, je te jure. Parce que là, Fais quelque chose. Je suis un peu perdue. J'essaie de ne pas croire que le sort, ça va sur moi, mais ça y ressemble. Enfin, bref. Voilà. Donc, rien à voir avec le sujet de cette semaine, mais on avait juste envie de parler, en fait, des différents débats qu'on peut voir sur la maternité et sur la grossesse, parce qu'on sépare bien les deux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de séparer les deux, déjà. Et voilà, on s'est dit qu'on allait partager un peu les idées qu'on a, qui s'allient un peu à nos valeurs aussi. Je pense que c'est révélateur de nos valeurs et de comment on perçoit tous ces grands changements dans la vie d'une femme. Voilà. À commencer par un truc tout bête. Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que le non-désir d'enfanter existe. Ce n'est pas un mythe. Voilà. Oui. Surtout quand on est dans des familles afro, oh mon Dieu, c'est un débat éternel de discuter avec quelqu'un et de lui faire comprendre que c'est tout à fait possible pour une femme de ne pas aspirer à être mère, en fait, et ça ne veut pas dire qu'elle est en train de foutre sa vie en l'air et qu'un jour elle va se réveiller à 50 ans et pleurer pleine de regrets. Ouais, et en plus, tu vois, là sur les réseaux, il y a beaucoup la traîne de plan A, plan B, et dans le plan A, c'est avoir son diplôme à 25 ans, être marié à 28, avoir son premier enfant à 32, 31 ans, etc. Et tu vois, plan B, être l'oncle cool, être la tante cool, et tu vois toutes ces vidéos, et je trouve ça tellement mignon parce que on a tous des plans, et on en a parlé dans un épisode précédent, le fait d'avoir un plan pour sa vie, etc. Et de voir que ce plan-là ne se réalise peut-être pas, ou finalement ce qu'on fait dans sa vie, c'est complètement différent de ce qu'on avait envisagé, et on n'est pas forcément plus malheureux pour ça. Et c'est vrai que nous, dans nos familles, de dire que moi, je veux peut-être pas forcément d'enfants, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Pour ma part, je sais que j'ai jamais parlé de mariage, et ça a un petit peu inquiété ma mère à un moment donné, parce qu'elle se disait, mais est-ce que cette fille, elle a envie de se marier? Et le jour où j'ai commencé à potentiellement lui en parler, j'étais déjà bien grande, quoi. Et elle était choquée. T'as vu la flamme dans ses yeux qui se relançait, etc. Elle s'est dit, waouh! Non, mais même pas ça, j'ai vu surtout le choc, parce qu'elle s'est dit tu sais, j'étais pas ce genre de petite fille qui disait quand je serai grande je vais me marier, mon mari va ressembler à ci, machin, etc. Si tu demandes aujourd'hui à ma mère c'est quoi mon type d'homme, quel genre de mariage j'ai envie d'avoir, machin, elle est incapable de te faire un mood board. Incapable. Alors que je pense qu'il y a d'autres mamans, elles en ont tellement parlé avec leur fille que quand ce jour arrive, elles sont là, bon ok, on va aller chercher les fleurs comme ça, on va trouver tel lieu, t'inquiète ma chérie, j'ai une shortlist, ça va bien se passer, tu vois. Et donc du coup, quand tu vas déjà sur ce terrain-là, j'étais pas forcément sur le fait de forcément me marier, et qu'on parlait pas forcément du fait que j'ai un enfant. Tu sens que les parents sont un peu fébriles, tu vois. Et je dirais que dans ma famille, moi avec mes frères, j'ai l'impression d'être celle qui pousse un petit peu les limites, quoi. Parce que j'ai fait des choses
qui ne se T'as font pas fait pas. les choses dans l'ordre que les gens attendent, en fait. C'est ça Ouais, qui est intéressant. Donc, toi-même, ton parcours, c'est un peu un unpopular opinion en soi. Parce que tout le exactement. monde se dit que tu dois d'abord passer par l'étape mariage. Bon, Oui, si j'exagère, je dis d'abord l'étape diplôme, ensuite oui, mariage, oui, ensuite enfant, oui, et ensuite, je sais pas, enfin, peu importe ce que tu as envie de faire de ta vie derrière, là, les gens s'en ouais, foutent. Une fois que tu as fait ces ouais. trois choses-là, on s'en fiche. Maintenant, Après, comme on tu te pas laisse fait ces choses tranquille. dans cet ordre-là, là, c'est catastrophique. C'est comme si, en Ouais, fait, ça donne l'impression que passer une de ces étapes dans le mauvais ordre, c'est comme si c'était un échec. c'est ça. Ce qui est incroyable, en fait, au final. Parce que toi, quand tu décides de devenir mère, t'es célibataire et du coup, tout le monde voit ça comme un problème. Alors Ouais. que les mêmes personnes qui voient ça comme un problème, en fait, auraient été capables de te dire, si toi, t'étais tombée enceinte d'un homme, Mhm. de te dire, tu dois l'épouser, en fait, c'est mieux, il faut que tu fasses ça, néné, non, je t'assure, là, c'est la C'est meilleure ça. solution pour sauver ton honneur, pour ta vie, pour ton cadre. Ils auraient été Ouais. capables de te recommander ça, alors qu'on a tous conscience que c'est catastrophique de recommander ça à une femme, en fait. Tu sais pas Ouais. dans quelles conditions tu l'envoies, en fait. Et en plus, le fait aussi de, tu vois, d'avoir un enfant, on nous dit aussi souvent que bah, maintenant que tu as eu un enfant en dehors du mariage, bah, plus aucun homme voudra de toi. Oui, Plus personne voudra t'épouser. Alors si tu en as deux, alors n'en parlons pas, arriver à trois, mais tu es la damnée de toute une génération. C'est alors qu'on a toi, toutes vu des exemples plus que contraires. plus que contraire, parce que en fait, un homme qui t'aime, t'aimera. Et si c'est l'homme qui est fait pour toi et avec qui tu dois faire ta vie, il t'aimera que tu aies un, deux, trois enfants. Ça ne va pas l'empêcher de t'aimer. Et on est Mais bien d'accord que j'ai pas l'impression qu'on dise ça aux hommes. Tu vois, un homme qui sort d'une relation et qui a déjà un ou deux enfants, personne va lui dire oui, tu vas jamais trouver quelqu'un avec tes enfants. oui, bah oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu vois, quand toi, tu viens te positionner en te disant, bah, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants, tout le Mhm. monde te regarde, genre, mais pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants? C'est formidable. Mais toute ta vie, tu as eu des opinions. Enfin, tu as entendu des choses contraires parce que tu as vu des gens qui ont eu des enfants par accident. J'aime pas cette expression en plus. Oui, oui, Mais mais par ça existe. accident, Ça existe. voilà. Les accidents, c'est les accidents En de tout la vie, cas, ce quand sont des t'es choses qui hétéro, arrivent. oui, les Voilà. accidents existent. Voilà, et on va te dire, ah oui, mais tu vois, cette fille, elle a fait cet enfant comme ça. Ah oui, mais machin et machin, machin. Je dis, mais ça veut dire que si moi j'ai un enfant, on peut dire ça de moi. Même si je suis dans un couple, même si je suis mariée, même si machin. Peu importe la façon dont je décide d'avoir un enfant, potentiellement les gens auront quelque chose à dire. Et quand ces gens-là ont des choses à dire, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Parce qu'on sait trop bien ce que c'est de vivre dans une communauté où le regard des autres est plus important que le regard que tu vas porter sur toi-même ou que tes proches vont porter sur toi-même. Et Mhm. quand je dis tes proches, c'est pas tout le monde, tu vois. C'est ah, mais t'as vu l'enfant d'un tel. Moi, je me souviens que Oui, quand j'ai eu les résultats de mon bac, c'était ah, mais toi, t'as eu combien? Parce que moi, mon enfant a fait ça. Ouais, ouais, moi, mon c'est enfant, il a scandaleux, hein. mention. Et toi, t'as fait un bac S. Ah, d'accord, ok, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais moi, mon enfant a fait un bac L. Et donc, quand tu disais que l'enfant avait fait un bac L, c'était ouh, waouh! C'était un peu. Mais moi, ça Waouh! me fait trop rire parce que la majorité des parents qui parlaient de ça, ils savaient même pas ce que c'était. Il n'y avait pas de différence. C'est juste, t'as eu un diplôme, en fait. Je comprenais pas Exactement. cette fixation-là. Mais non, pour revenir vraiment sur les femmes qui ne sont pas sûres ou qui ne sont certaines de ne pas vouloir d'enfants, je trouve ça tellement dingue qu'on trouve ça normal, en fait, de marteler à une femme, non, il faut à tout prix que tu le fasses, au moins une Oui, fois dans ta vie, pour être sûre de ne pas avoir de regrets, alors que, à mon sens, ce qui est le plus dangereux, c'est de le faire et d'avoir des regrets derrière. Je bien trouve sûr. qu'on a assez d'enfants dans ce monde qui sont orphelins, qui sont maltraités, qui sont... Enfin, on part toujours du principe que les enfants, c'est les petits joyaux de la société, c'est l'avenir de la société, etc. Mais quand tu regardes la situation mondiale, Mhm. globalement, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations qu'ils ne devraient pas du tout vivre, qui vivent des choses pires que ce que j'ai vécu dans mes 35 années d'existence. Donc Mhm. vraiment, je me dis, juste pour ça, juste pour ce principe, je pourrais jamais dire à quelqu'un, non, en fait, il faut vraiment que tu deviennes maman parce que tu Franchement. comprends pas, en fait, c'est vraiment un truc magique. Et je veux bien entendre que c'est magique pour certains. Il y a des moments que j'ai vécu dans mon parcours de maternité qui ont été difficiles, mais il y a des moments aussi, je me dis, waouh, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment changé, en fait, ça m'a changé Mhm. foncièrement. Mais je pourrais jamais dire à quelqu'un, fais-le. Et justement pour ça, pour moi, en fait, si c'est quelque chose qui est aussi beau, qui est aussi magique, eh ben, il faudrait justement juste montrer aux gens combien ça t'a changé toi, combien ça t'a affecté toi, et montrer aussi en toute transparence,
parler des bons côtés, mais parler aussi des mauvais côtés, et laisser tout le monde, en fait, avoir la possibilité de faire un choix informé. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que autant on met la pression à certaines femmes pour avoir des enfants, mais on ne leur donne pas assez à cette transparence, en fait. Je n'oublierai jamais quand j'ai eu ma première fille. Je parle avec ma sœur aînée, et elle me dit alors comment ça a été, et je lui dis, mais en fait, ça fait vraiment mal, en fait, d'accoucher, ça fait archi mal, j'ai cru que je me cassais des os. Et elle explose de rire, elle me dit, mais non, t'exagères, etc. Et après, elle m'a dit la phrase que j'ai déjà entendue avant, c'était un truc du style, mais oui, mais on peut pas vous dire tous les détails, parce que sinon, vous n'aurez pas envie d'avoir des enfants. Et je trouve ça tellement, pour moi, c'est dangereux. Parce que tu vas commencer à paniquer, il va t'arriver des choses, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui arrive à mon corps? C'est quoi ça? Alors que toutes les femmes qui sont passées par là avant toi ne t'ont juste pas dit que c'est exactement ce qui allait se passer. C'est vraiment une omerta étrange, quoi. C'est ça, et en plus, moi je pars du principe que le non-désir d'enfant, c'est la même chose que le désir d'enfant. J'entends par là, c'est qu'il y a des personnes qui, oui, effectivement, sont incertaines, et c'est la vie qui va leur permettre de prendre une décision sur le sujet, mais de la même façon qu'il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles ont envie d'être mères, il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles n'ont pas envie d'être mères. Ouais. Et donc, tu auras beau tout leur dire, elles n'ont pas cette horloge biologique, comme on aime bien l'appeler, qui sonne et qui dit « Allez hop, c'est bon, c'est le moment, maintenant, tu as envie d'être mère, tu vois. » Et même moi, dans mon parcours de la maternité, je sais que j'ai parlé avec des amis sur certaines choses que je pensais par rapport à ça. J'ai quand même certaines amies, on est de la même génération, qui m'ont dit « Mais il faut arrête de te mettre des limitations, arrête de te mettre des barrières, tu dis ça maintenant, mais tu verras que, etc. » Et ça vient très facilement, ce discours-là. Et c'est pas forcément en soi une mauvaise chose, mais je préfère avoir un échange en te disant, mais en fait, si j'en suis là dans ma vie, c'est parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Alors oui, tu es mon ami, on se connaît depuis très très longtemps, mais tu ne seras jamais moi. Et tu ne seras... Enfin, tu peux me dire que je suis une femme forte, que je suis capable et que je peux surmonter plein de choses, mais si moi je te dis qu'en fait là, je peux pas en fait. Je veux bien être une femme forte, etc. Et il faut aussi comprendre et respecter le fait que les gens choisissent leur combat. Parce que avoir un enfant, c'est un travail, c'est un combat du quotidien. C'est pas un truc où tu te dis « Ah, j'aime bien cette paire de chaussures, tu l'achètes, tu la portes une fois, elle te fait mal aux pieds, tu l'enlèves et tu la remets plus jamais. Parce que c'est pour toute la vie, c'est pas que jusque quand ils ont 18 ans. Et abandonner un enfant aussi, c'est impacter la vie de quelqu'un d'une certaine façon. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfants et elles t'expliquent clairement pourquoi elles ne veulent pas avoir d'enfants. Et puis, tu as des femmes aussi qui, pendant des années, ont dit qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants et un jour, elles se disent bah, en fait, oui, là, j'ai envie d'avoir un enfant et on a aussi le droit de changer d'avis. Mais moi, c'est pas mon rôle quand tu viens de me parler, de me dire que non, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, je ressens pas ce besoin maintenant. Je sais pas si un jour je vais le ressentir, mais aujourd'hui, si tu me poses la question, je veux pas d'enfant, c'est pas mon rôle de te dire, mais tu fais n'importe quoi, tu devrais avoir un enfant. Parce que quand on va te dire que tu vas avoir un enfant pour ta retraite, ben non, en fait. Non, en fait, je ne fais pas un enfant pour ma retraite, pour avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. J'espère que au moment où je serai vieille, les maisons de retraite seront mieux que maintenant. J'espère avoir les moyens d'avoir une garde à domicile. Enfin, tu vois, ce genre de choses, parce que tu te dis, c'est quoi cette société où, en fait, tu fais juste un enfant pour avoir quelqu'un qui s'occupe de toi? Franchement, et après, je suis bien d'accord que, de toute manière, devenir parent, c'est... Il y a quand même une part de narcissisme dans ça, tu vois, quand tu y réfléchis. Tu as envie d'avoir cet enfant qui va être ta responsabilité, tu vas vouloir lui inculquer tes valeurs, etc. Ok, on a cette notion maintenant de se dire qu'il a le droit d'être un être à part entière, d'être lui-même, mais par principe, le fait de se reproduire, je trouve que c'est quand même très narcissique. Tu choisis le prénom de la personne, tu vas façonner son identité par rapport à ce que toi, tu trouves correct, etc. Ok, mais... avoir un enfant juste pour ça, là c'est comme si on retournait des siècles en avant et qu'on se disait voilà, on vit dans une ferme, il faut qu'on fasse nos enfants pour qu'on ait plus de main d'œuvre dans la ferme. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas juste te reproduire pour ça. Si tu réfléchis à la manière dont la société évolue, on peut pas garder les mêmes arguments que Jean Valjean utilisait et les appliquer à nous alors qu'on est je sais pas, tu mènes ta vie de parisienne, de londonienne, ça n'a rien à voir. Et il y a aussi un truc qui me fait trop rire, c'est quand les gens disent ouais, mais moi j'ai envie de léguer mon nom, etc. À chaque fois, ça me fait exploser de rire parce que je dis toujours et ton nom, c'est quoi?
en soi. Je demande juste parce que je suis jamais tombée sur quelqu'un qui était genre héritier d'un royaume ou que sais-je, tu vois, de je ne sais quel nom qui a marqué l'histoire du monde et qui Ah oui. disent là il me faut mon héritier. C'est toujours des gens qui mènent des vies banales. Je dis pas qu'ils mènent des vies nulles, hein, mais juste qu'ils mènent des Mhm. vies vraiment banales, qui n'ont pas un nom aussi spécial, un parcours tout à fait normal, mais ils sont en train de dire non mais moi je veux laisser mon héritage. C'est vraiment important que je laisse ma marque sur Terre. Mais tu peux laisser ta marque sur Terre de plein d'autres manières, hein. Oui, et puis C'est pas un enfant qui va devoir porter tout ça, et tu sais même pas si cet enfant va te décevoir en plus. Donc mettre tout ça là, tout ce fardeau sur un être humain qui n'existe pas encore, c'est de la folie. mais je peux comprendre que un nom, ça, c'est l'histoire d'une famille, que si tu veux transmettre ton histoire, tu veux marquer des générations et des générations, des générations. Mais est-ce qu'on ne devrait pas d'abord s'appliquer à connaître nos histoires? Parce que nous, Mhm. en tant qu'enfants d'expatriés, je suis désolée, il y a une grosse partie de notre histoire qu'on n'a plus, hein. Ouais, Nos parents, ils auront beau dire ou quoi que ce soit. Enfin, comme on est sur de la tradition orale, il y a ouais. beaucoup de choses qu'on a perdues parce qu'on n'a pas grandi au contact de nos parents, enfin, de nos grands-parents, pardon, de nos arrière-grands-parents, de nos cousins, cousines, de oncles et tantes, etc. Ce qui fait que tu perds une grosse partie de ce qu'est ton histoire. Ah oui, Alors, ça bien c'est sûr, énorme. Parce que toi, de ton côté, en plus, t'as de la chance. Ta maman, c'est vraiment une encyclopédie et elle a connu son village. Alors que moi, mon oui, père, il va me parler d'un village dans lequel il n'a pas grandi. Mon père, c'est c'est vraiment ça. un gars de la capitale. Donc, même lui, quand il va vouloir me transmettre des choses, ça va être un peu flou, quoi. Il va devoir chercher des informations ici et là. Donc, Oui, c'est c'est ça. Et puis, compliqué. Ouais. pour elle, c'était important de nous amener à son village. Le premier voyage qu'on a fait au pays, on est parti jusque dans son village. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qui lui ont dit de ne pas faire ça. Parce qu'il Mhm. dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants qui n'y connaissent rien? Mais pour elle, c'était important. Et puis, on a fait notre petite cérémonie, machin, etc., avec mes grands-parents. Mais parce que tu sais là d'où tu viens, en fait. Pour eux, c'est ça. En fait, s'ancrer dans une réalité. Et ça a été un voyage transformatif, j'en ai parlé avec mes frères. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué en fait. Je pense que dans la construction de l'identité d'un enfant, t'as ton père, t'as ta mère, mais il y a tout le microcosme qui évolue autour, quoi. Enfin, Mhm. tout l'univers qui est autour d'eux, ça aide aussi à te créer une identité. Je pense que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que oui, il y a mes parents, mais c'est aussi le contact que j'ai eu avec mes grands-parents, c'est les épreuves qu'on a vécues en tant que famille, le contact que j'ai eu avec mes frères, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont forgé mon identité. Je suis arrivée sur cette terre avec une partie d'inné, mais il ne Mhm. faut pas du tout négliger l'acquis. Et Mhm. c'est aussi pour ça que moi je dis de faire un enfant pour faire un enfant. Tu vois, moi la question, ça m'a été posée, oui, mais maintenant que tu as adopté ta fille, mais quand est-ce que tu vas avoir un autre enfant? Parce que j'avance aussi en âge, je suis officiellement dans la catégorie des grossesses gériatriques, Mhm. donc il y a tout le risque que ça comporte. Et quand j'explique aux gens, je dis, mais au vu de tout le risque que ça comporte, etc., je vais pas faire un enfant pour faire un enfant parce que j'ai envie de me voir enceinte. Non. Ouais. Je, pour moi, c'est avoir un enfant, c'est un acte d'amour, c'est une décision réfléchie et c'est une organisation qu'il y a autour d'un enfant. Déjà, juste avec l'organisation que ça demande. Donc, on m'a dit que le passage de 1 à 2 était choquant, mais vraiment bouleversant. Bah déjà, Ça, un, toutes c'est les un personnes. énorme choc. Oui, ça, Ta vie, elle est complètement différente. oui, elle est complètement J'ai envie de différente, dire, deux, c'est mais moins pire. ah ben écoute, moi on m'a dit que à la limite, tu t'attends à ce que ta vie soit bouleversée. Donc du Mhm. coup, tu te dis, ah, c'est bouleversé, c'est ok. Mais quand tu passes de 1 à 2, comme tu t'es dit que tu en as déjà eu un, tu t'es dit, bah, entre 1 et 2, il n'y a pas trop de changement. Mais il y a Ouais. tellement de gens de mon entourage qui m'ont dit, mais en fait, ce qui est le plus difficile, c'est passer de 1 à 2. Parce que passer de 2 à 3, de 3 à 4, etc., en fait, ça fait plus rien. Mais c'est juste le 1 à 2. Là, 3, c'est 4, vrai. 5. Et là, tu regardes autour de toi, tu dis, ah, ouais. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Et je me suis dit, oh waouh, tu vois, ça c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup entendu. Et Ouais. maintenant, quand je regarde nos mamans, je vois celles qui se sont arrêtées à 2 et celles qui sont arrêtées à 6, je me dis, celles qui sont arrêtées à 5, 6 et tout, c'est des forceuses. Elles se sont dit, ah, puisqu'on est là, Ouais, c'est avançons. trop ça. On dirait, c'est C'est- vraiment, tu te dis, bah, tant qu'à faire. Non, mais ouais. vraiment, moi, j'ai l'impression que. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau des femmes, en fait, quand elles deviennent mères. Le cerveau traite certaines informations et décide de les mettre de côté, tu vois, de les archiver parce que c'est trop choquant. Parce que moi, Mhm. je me rappelle le nombre de fois où je suis partie chez ma mère avec les enfants, avant même d'avoir les trois enfants. euh,
je pense que déjà quand je lui annonce que j'attends la deuxième, elle me dit mais comment tu vas faire? Mais tu vas être débordée, tu vas être surpassée, enfin machin. En tout cas, pour faire clair, hein, ma mère c'est vraiment, c'est une super femme, c'est des femmes en or. Mais si tu cherches du réconfort, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Faut vraiment pas aller là-bas, genre si t'es pas sereine, parce que c'est elle qui va te dire tous les trucs qui vont te démoraliser. Donc elle me regarde genre ah félicitations, mais franchement comment tu vas faire? Là tu vas plus du tout avoir une minute pour toi, etc. J'étais là, ok, merci. Merci maman. Et à chaque fois qu'on part la voir l'été, etc., je me rappelle, on était avec les 3 enfants, et mon mari n'était pas là, je pense qu'il était parti travailler, je sais plus où. Et j'étais en train de m'occuper des 3, on rigolait, tout ça, je pense que je leur donnais le bain. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, ouais, quand je te regarde comme ça, tu donnes l'impression que c'est facile. Et je lui dis, bah non, c'est pas facile, mais merci. Et elle me dit, franchement, je sais pas comment tu fais. Et je la regarde, je dis, madame, vous avez eu 5 enfants, madame, vous vous en rappelez? Elle me regarde vraiment genre, mais je m'en rappelle pas. Genre, je me rappelle pas avoir souffert autant, je me rappelle pas avoir jonglé autant entre les tâches, etc. Donc, moi, je suis convaincue qu'il y a des moments, en fait, si ça devient vraiment dur, eh ben, je pense que ton cerveau, il fait un peu de traitement, là, du traitement de mémoire pendant que tu dors, et il classe des choses pour que tu puisses avancer. Parce que moi, je suis persuadée qu'il y a des moments où ça a été extrêmement difficile pour ma mère, et c'était mieux, en fait, de juste renflouer ces choses, en fait, pour ne pas craquer, quoi. Parce que elle me regarde vraiment, genre, totalement convaincue, et elle me dit, non, moi, je me rappelle pas, hein, franchement, c'est bien, je te vois avec les 3, c'est super, mais moi, je pourrais pas. Ok. Ouais. Non, mais en fait, c'est fou, parce que même ce que ma mère, moi, me disait tout le temps, c'était vraiment genre, bah, une fois que tu en arrives à 2-3, tu continues. Elle dit, moi, si c'était pas... Je pense qu'elle aurait pu arriver à 10, quoi. Ouais. Et elle me dit... Et tu sais, quand moi, je lui dis, mais maman, quand même, avoir 5 enfants avec cette économie, franchement... Et alors, moi, je suis... Et c'est aussi parce que j'ai un mode de vie où j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses avec mon enfant. Et donc, quand je dis voyager, c'est prendre l'avion. J'ai envie que ma fille, elle voit le monde, je veux qu'elle... En fait, pour moi, c'est hyper important parce que ça va lui permettre d'ouvrir son esprit et de comment dire, vraiment se forger, quoi. Se forger, voilà. Et je trouve que quand tu as vu beaucoup de choses dans le monde, ça te permet de moins émettre de jugement sur certaines choses, et ça te permet de t'adapter à certaines choses. Donc maintenant, elle plus 4 autres personnes dans l'avion, comment on fait? Non, mais parce que je vais vous dire 2 choses, et une chose où I will tell on myself. Donc la première chose, c'est ma maman qui me dit, tu sais, de toute façon, tu peux avoir autant d'enfants que tu veux, c'est pas grave, ça va aller. J'ai dit, mais maman, en fait, avoir déjà un enfant, ça a un certain budget. En plus, voyager, payer ses loisirs, machin, etc. Elle me dit, mais on trouve toujours des solutions. J'ai dit, mais maman, trouver des solutions, en sachant que admettons, j'en ai 4. Non, mais des fois, la solution, c'est l'abstinence, tu vois, des fois. Des fois, la solution, c'est plan B. Des fois, la solution, c'est la contraception. C'est pas de ramener l'enfant et ensuite chercher des solutions. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je me dis 4 enfants, tu veux avoir... Un tel fait du piano, l'autre, il faut le foot, l'autre, il fait le tennis, l'autre, il fait machin. Tu payes chacun des loisirs des enfants. Plus les équipements qui vont avec. Il faut te disposer du temps pour aller les accompagner à ces choses-là, parce que oui, tu travailles, mais tu dois essayer de trouver du temps s'ils ont un match, s'ils ont un truc, pour être une personne un peu présente. Donc tu fais déjà un petit peu ça. Après vient le moment des vacances. Donc tu te dis, ah bah là on a envie d'aller à tel endroit, donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets d'avion. Et là, tu te dis, ok, donc déjà, tu vas pas à l'hôtel, ou si tu vas à l'hôtel, il faut tout de suite être dans des suites avec des chambres communicantes, ou alors il faut prendre un Airbnb. Ouais. Les déplacements en voiture. Que peu importe ce que vous voulez faire, il faut sacrifier 2, peut-être 3 salaires. À chaque fois que vous voulez aller quelque part, il faut serrer les dents. Ça devient quelque chose. Et je me dis, mais en fait, tu fais ça, à la limite, juste mon enfant et moi, on peut aller squatter chez des gens, tu vois. Ça, c'est très facile. Mais quand, tu vois, accueillir 3 personnes, c'est facile. Accueillir 6 personnes, ça devient toute une organisation. Et en plus, on est cette génération, on fait plus comme nos parents, où, en fait, quand on va quelque part, tu débarques avec toute ta smala et on va tous se serrer. Non, mais de toute façon, il y a de la place. Il y a de la place pour fois, je me suis débloqué un souvenir, et c'est là que je me suis rendu compte que quand on est petit, on voit vraiment pas les choses de la même manière. Parce que je racontais à ton frère comment, quand j'allais en vacances en Belgique chez une cousine et tout, on dormait tous par terre en mode soirée pyjama, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte,
on était en train de parler du fait que quand je voulais aller faire pipi la nuit, en fait, les toilettes étaient sur le palier. Et en fait, plus j'essayais de me remettre dans mes souvenirs, tu sais, c'est toujours un peu brouillon quand tu essaies de recréer un endroit où tu n'as pas été depuis des décennies, etc. J'essayais de me rappeler comment était l'appartement et je me rends compte, pendant que j'essaie de me rappeler, je me dis, mais il n'y avait pas de chambre. Mais c'était un studio. Mais voilà. Ils vivaient dans un studio. On allait chez ma cousine, ils étaient déjà 2 enfants là-bas, je pense, à l'époque où on y allait. Voilà. Nous, quand on y allait, on était au moins 3 enfants à partir, avec les parents, plus 4 parents, quoi. Et ils vivaient dans un studio. Et je me rappelle de toutes les fois où on est parti là-bas, quand on partait pas à leur rendre visite une après-midi. On partait, on dormait tout le week-end, on rentrait, donc on faisait au moins 2 à 3 nuits là-bas. Les parents, ils étaient là, ils vivaient leur vie tranquille, on faisait à manger, etc. Donc on vivait tous dans ce studio. Je me rappelle juste d'un salon et d'une cuisine et d'un truc, genre une salle d'eau sur le palier. Je me rappelle de rien d'autre. Tout à fait. Franchement, c'est incroyable qu'on ait grandi comme ça. Incroyable. Tout à fait. Et en fait, la partie où là, je vais tell on myself, c'est qu'à une époque, j'ai rencontré un jeune homme avec qui on s'entendait plutôt bien. Et le moment où il m'a dit qu'il voulait 10 enfants, j'ai paniqué. Parce que je me dis, je suis capable d'avoir plein d'enfants. Il y a des jumeaux, des triplés dans ma famille. À la limite, tu fais 3 grossesses, bang, 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 on est bon, tu vois. Mais je me dis, mais 10 enfants à Paris, in this economy, où est-ce qu'on va vivre? C'est comme ça que tu sais si tu parles à quelqu'un qui est censé. Donne-moi un plan, c'est quoi ton programme? Parce que tu sais ce que j'allais dire juste avant que tu racontes cette histoire, j'allais dire en fait, tout ce que ta mère elle te dit c'est mignon, mais en vrai ce qu'elle devrait te dire c'est de toute façon, Néné, moi je te connais, la fille que j'ai élevée là, elle va pas finir sa vie sans être millionnaire cette femme, donc ça va aller. Tu vois, si elle t'avait dit des choses comme ça, j'aurais dit mais il y a pas de problème, je sais que peu importe les plans que tu auras en place pour tes enfants, tu peux en pondre 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un problème. Mais elle t'a juste dit non, trouve des solutions. C'est la pire chose qu'on peut dire à Néné, c'est de compter les pièces. Quelle idée. Quelle idée. Genre, compte les pièces, ça va aller. Elle va faire des cauchemars. Je vais plus dormir. Et en plus, donc le gars qui dit 10 enfants, moi je vois ça comme un cauchemar. Il n'a pas de plan. Non mais en fait, moi tu me dis ça et donc du coup je suis vraiment restée, je dis ok, mais on fait comment? Tu veux vivre dans telle ville, c'est une des villes les plus chères au monde. Tu veux avoir tel style de vie, tel machin. Oui, mais au moins quand je vais rentrer du travail, quand j'ouvre la porte, je vais entendre papa, 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 papa. Et j'ai dit mais non, mais non. Ça va peut-être durer 5 ans, hein. Voilà. Non mais ça va pas fonctionner. Et après je dis mais si moi ta poche elle permet de payer 12 billets d'avion, mais il n'y a pas de problème. Moi je l'ai fait et pas parce que je compte sur lui pour payer les billets d'avion, mais à un moment donné, il faut se rendre compte de ce que c'est. Il y a une étude qui a montré qu'élever un enfant jusqu'à ses 18 ans, c'est l'équivalent de 250 000 euros. 250 000 euros. Où en plus? Parce que tout ça, en fait, ça varie par rapport à où est-ce que t'es. Donc j'imagine que si t'es à Paris, c'est pire. Donc je me dis, et même sans être excessive, je sais qu'au début, quand j'ai fait parce que mon enfant est adopté et que j'ai commencé à faire mes calculs, les gens, ils me disaient « Oh, mais non, mais c'est bon, c'est rien, machin. » Mais je venais avec des chiffres. J'ai dit « Bah, pour l'instant, ça m'a coûté autant. » Voilà. Et les gens, ils sont là, les gens, ils te disent « Ah bon ?» Je dis « Mais oui, en fait. » Voilà. Vu parce que il y a un budget à avoir. Mais je ne me plains pas parce que c'est le choix que moi j'ai fait. Donc quand je fais ce calcul-là, c'est pas pour dire « Oh, regardez-moi, pauvre moi, j'ai adopté cet enfant et du coup, ça me coûte autant. » Mais de la même façon que quand tu te prépares à accueillir un enfant, tu dois acheter un berceau, tu dois acheter une poussette, tu dois l'inscrire à la crèche, tu dois lui payer des vêtements, prendre la nourriture, les machins, etc. C'est des calculs que tu dois faire. Si tu vis dans un studio de 20 mètres carrés, et que tu dois prendre quelque chose d'un peu plus grand, ne serait-ce que pour avoir une petite chambre, pour pouvoir mettre l'enfant, quitte à ce que les parents dorment dans le salon. Moi, je suis très adaptable, je n'ai pas de problème. Mais on ne parle pas assez du poids financier que c'est d'avoir un enfant. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des enfants comme ça en disant ça va aller, et ils se retrouvent aujourd'hui dans des situations compliquées parce qu'ils ont sous-estimé ce que c'est d'avoir un enfant. Tu sais, si toi, t'as faim, que tu gères mal ton salaire, etc. et que la dernière semaine du mois, tu te retrouves à vivre avec 20 € pour une semaine jusqu'à ton prochain salaire. Toi, tu t'en fous. Tu vas manger des pâtes à l'eau, tu vas boire, tu vas faire machin. Tu vas réussir à avoir cette je sais pas comment on dit, mais j'ai perdu le terme. Mais grosso modo, tu vas survivre avec ça. Parce que ça ne regarde que toi. Donc toi, tu peux encore te discipliner, tu vas pas avoir cette culpabilité ou quoi que ce soit, c'est juste toi et toi. Voilà, maintenant
quand t'as un enfant et que cet enfant, soudainement, tombe malade pendant cette semaine-là où t'as pas les moyens de l'emmener. Où il faut lui acheter des médicaments, ou c'est le moment de la sortie scolaire, ou c'est le moment où il faut appeler les tantines qui te disaient « Il faut que tu fasses un enfant, tu vas regretter ». C'est le moment de les appeler. Tu vas voir comment elles vont mal te parler. C'est ça. En fait, avoir un enfant, c'est avoir des imprévus au quotidien. Ton enfant, tu vas le déposer le matin à l'école avec un manteau où il y a écrit son prénom dedans. Tu vas le récupérer le soir, il n'y a plus de manteau. Et quand tu lui demandes « Il est où ton manteau ?» Je sais pas. Et comment ça, il va pas se rendre compte que quand t'as acheté ce manteau, peut-être que c'était les 10 € qui te restaient, vraiment, c'était compliqué, mais comme l'hiver approchait, il fallait acheter le manteau maintenant. Maintenant, Mathias a perdu le manteau. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et tu vois, moi, quand je parle de regret de maternité, pour moi, ça rentre dans ça, en fait. Parce que j'ai l'impression que les gens s'imaginent que le regret de maternité, c'est toujours quelque chose qui est lié au fait que la maman, elle n'aime pas son enfant ou quoi que ce soit. Et moi, je pense que la majorité des femmes qui regrettent, elles aiment leurs enfants, en fait. Elles aiment vraiment leurs enfants, mais ce qu'elles n'aiment pas, en fait, c'est ce qu'elles sont devenues et la vie qu'elles mènent, en fait, depuis qu'elles sont devenues mères. Ça, c'est vraiment des choses, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction. De se dire justement que voilà, toi t'imaginais avoir un certain style de vie quand tu deviendrais parent et de te dire ben non, maintenant je me retrouve à compter les pièces à la fin du mois et que quand mon enfant il me demande un truc je suis obligée de lui dire non, que faut toujours se rationner pour manger et leur donner ne serait-ce qu'une impression que tout va bien, etc. Tout ça, c'est vraiment vicieux en fait et ça peut détruire quelqu'un et je pense que c'est là que pour moi, ça réside le regret de devenir mère, en fait, ou de devenir parent, je sais pas. C'est ça. Et voilà, pour moi, c'est ça la distinction. Et être responsable d'un enfant. Et surtout, tu as des mamans qui ont des grossesses difficiles, qui ont un postpartum difficile, mais quand tu te retrouves seule dans ton postpartum avec cet enfant, parce que tu peux avoir un conjoint présent, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir des enfants avec des hommes qui ont choisi d'être pères, ou des femmes qui ont choisi d'être mères, et d'être des parents présents. Je pense que ça fait toute la différence, parce que même si le postpartum est difficile, de pouvoir compter sur son ou sa partenaire, c'est quelque chose de très important. Mais que tu te rends compte que ce petit être dépend de toi. Ou avant, tu avais l'habitude où tu étais là chez toi, posé, on t'appelle, tu dis « Ah bah viens, on va boire un verre en terrasse » ou « Viens, on se fait un petit resto » ou quoi que ce soit. Ou « Ah, j'ai plus de pain, vite, il faut que j'aille chercher du pain. » Juste aller chercher du pain à la boulangerie, c'est une expédition quand tu as un enfant. Parce que si ton enfant fait... tu perds un peu en spontanéité. Tout doit être un peu plus organisé. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Et je fais partie de ces gens-là. Parce que... Parfois, tu peux... Autant j'aime bien dire que j'aime le cadre, etc. Mais autant j'aime bien parfois me dire « Ah bah là, je vais faire ça. » Mais quand t'as 7 enfants, ça devient une logistique différente. Donc quand t'as un petit bébé de 6 mois et que tu te dis « Bah là, j'ai envie d'aller faire une balade en forêt. Ensuite, je m'arrêterai à la boulangerie pour prendre un petit truc et machin, on va faire un brunch. » Bah, ça devient toute une autre organisation. Parce que ce petit être de 6 mois, tu peux pas le laisser tout seul à la maison si ta partenaire n'est pas là. Donc t'es là, tu te dis « Ah !» Comment je fais ? Mais l'enfant est en train de dormir. Mais si tu le mets dans sa poussette, peut-être qu'il va se réveiller. Et du coup, ça va décaler tout son planning, ce qui fait que tu vas avoir une nuit de l'enfer. Parce que tu sais pas l'enfant que tu vas avoir, si ça va être un enfant qui dort bien, si ça va être un enfant qui aime être au dehors. C'est tellement la loterie. Que ce soit un enfant qui aime pas être au dehors, alors que toi, t'adorais sortir, mais ça va devenir un enfer. Et en fait, le conseil que je donne toujours aux nouveaux parents, c'est quand je leur dis, ouais, t'es épuisé, etc., ok. Mais n'oublie pas que ça, c'est vraiment une petite wrinkle in time. Ils vont être bébés pendant une toute petite période de leur vie. Il faut vraiment s'en rappeler. Je pense qu'il y avait un moment où j'étais tellement épuisée que j'arrivais même pas à me rendre compte, en fait, que cet être humain qui m'empêchait de dormir, il allait évoluer, en fait, à un moment donné. Comme un Pokémon. Et t'as l'impression que toute ta vie, c'est ça pendant un temps. Et juste de rappeler aux gens, tu sais, ça va peut-être durer 9 mois. Je sais que 9 mois, c'est pas rien, tu vas être épuisé, etc. Mais peut-être que cet enfant, il sera chiant pendant 9 mois. Et après, ce sera super cool. Et après, tu auras d'autres types de problèmes. Mais ce genre de problème de te trimballer avec le sac à langer qui fait 5 kilos partout où tu vas, t'as envie d'être stylé comme jamais, mais tu dois toujours te trimballer le gros sac à langer et tout, et le porte-bébé. T'as toujours une tâche quelque part où tu pensais pas avoir une tâche. Tu te dis, mais mon habit était propre. Tu vomis séché, ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ou genre, tu sors juste, oh mais maman, moi j'ai soif, tu lui donnes à boire, ton enfant te prend pour un essuie-main géant, il vient mettre ses mains sur toi, t'es là, tu dis, mais
Il y a des mouchoirs, il y a des lingettes, il y a plein de tout. choses, mais non, maman. Maman, c'est mieux. Maman, elle fait tout. Maman fait tout. Elle est chauffeur, elle est cuistot, elle est chef. Elle est vache laitière. Elle est vache laitière, elle est essuie-main, elle est mouchoir quand t'as le nez qui coule. Elle fait tout, maman. C'est juste... Elle est tout terrain. Et en Attends, fait, j'en ai une autre là, je crois. Oui. Dans les unpopular opinions, il faut arrêter de croire que faire un enfant, ça va sauver un couple. Aussi. J'ai trop entendu ça, je trouve ça vraiment... C'est dangereux. C'est tellement dangereux. Ouf. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire un truc avant ? Non, mais non, en fait, j'allais arriver vers ce chemin-là aussi parce que j'allais dire, bon, là, on parle du fait que quand on choisit d'être parent, etc., que tu te sens un peu isolé, etc., mais il y a aussi toutes ces personnes, comme tu l'as dit, qui font des enfants pour sauver leur couple en pensant que ça va te permettre de garder un homme, de garder une femme, en te disant, bah, du coup, comme on a cet être-là qui nous lie, on est lié à vie. Mais si c'est pour être lié et avoir des relations toxiques, plus toxiques pour l'enfant. Dans le couple et pour l'enfant aussi. Pour l'enfant. Franchement, Et alors, en plus, on parle comme ça, on n'est pas à l'abri que quelque chose arrive. Tu sais, quand tu fais même un enfant, tu choisis d'avoir un enfant par amour, on n'est jamais à l'abri que quelque chose arrive. Mais de la même façon que on vous conseillera toujours de faire des contrats de mariage quand vous êtes amoureux, plutôt que d'attendre le moment du divorce pour commencer à séparer vos biens. Parce que les visages changent. Les visages changent. Et en plus, tu sais, même pour moins que ça, parce que regarde, par exemple, l'autre fois, j'en discutais avec mon mari. En fait, on était en train de parler de la boîte qu'il vient de créer. Et on discutait, en fait, de comment, lui, il a créé sa boîte avec un partenaire, et puis nous aussi, on a notre boîte à nous deux. Et je lui disais, mais en fait, tu te rends compte qu'on devrait peut-être faire un post-nup, parce que, ok, on s'est mariés, on n'a pas fait de contrat de mariage ou quoi que ce soit, mais quand on l'a fait, on n'avait pas de société. Là, je suis désolée, mais Thé Noir, normalement, ça devrait pas du tout être lié à lui. Là, comme on est sur Communauté des biens, toutes ces choses, en fait, on est liés. Je suis liée sur la société qu'il a créée, il est lié avec Thé Noir. Et en gros, on était en train de réfléchir comme ça. Je me suis dit, mais attends, ton partenaire aussi, ton associé aussi, il est marié à quelqu'un. Je me dis, moi aussi, je suis avec quelqu'un ici, je sais pas qu'est-ce qui va se passer entre-temps, tu vois. Enfin, il faut vraiment protéger, en fait, toutes ces choses. Donc, on va se retrouver à faire ça, en fait, à un moment donné. Et c'est vrai que la vie évolue. La vie évolue tout le temps de manière que tu n'imagines pas, en fait. Donc, c'est peut-être mieux d'en faire un avant. Mais l'histoire que je racontais d'ailleurs récemment, c'est cette personne d'une connaissance qui en fait était mariée avec un homme qui a vendu quelque chose qui lui appartenait. Ils sont divorcés depuis 25 ans et elle a récupéré la moitié. Parce qu'au moment où il a acquis ce bien, ils étaient mariés. Et donc, communauté des biens. 25 ans après, l'homme a vendu son truc, elle a récupéré la moitié. Et tu te dis, mais elle a rien eu à faire. Peu importe comment il a fait ça, peu importe comment ils se sont séparés, ce qu'elle a pu lui faire, etc. On s'en fiche, parce que la communauté des biens, elle s'en fout. Elle dit 50-50 si vous partez, c'est tout. On s'en fiche. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a toutes ces choses-là, et il y a toutes ces choses où, par exemple, une autre unpopular opinion, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes dans mon entourage qui m'ont clairement dit, j'ai détesté ma grossesse. J'ai détesté ma grossesse, je souhaite ça à personne, j'aime bien voir mes enfants, je trouve ça cool. Elle dit, mais ma grossesse, c'était l'enfer. Entre la personne qui devait se promener avec une bouteille d'eau parce qu'elle devait cracher dans sa bouteille tout le long de sa grossesse. Oh mon Dieu, ma pote qui avait fait ça, là. Oh mon Dieu. Non mais tellement traumatisée. En fait, je dis, tu découvres des choses. Le ventre qui devient si noir et tu te dis, mais je suis déjà noire, pourquoi mon ventre va devenir si noir? tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça va revenir, ça va machin. Tu dis, oui, ça va revenir, mais prévenez-nous qu'il y a ce genre de choses qui arrivent. Les remontées acides. On te dit, oui, mais au début, tu vas vomir que les 3 premiers mois de ta grossesse. Moi, je connais quelqu'un qui a 8 mois été au supermarché, a dû vomir dans les poubelles du supermarché parce qu'elle ne se sentait pas bien. Mais ça, on vous le dit pas. Que veux-tu ? On vous le dit pas. La perte de cheveux. Les gens qui avaient beaucoup de cheveux. Il y en a qui disent, non, mes cheveux, ils poussent comme pas possible et tout, mais il y en a, ils les perdent, en fait. Il y a des gens sa chance. Il y a des gens qui perdent les cheveux, il y a des... En fait, moi, c'est surtout quand tu réfléchis au fait que, en tout cas, quand il s'agit de grossesse, il s'agit d'un parasite. Moi, j'ai réfléchi vraiment comme un parasite, parce que ce truc grandit dans ton corps, et si tu lui donnes pas ce dont il a besoin, il va prendre. J'ai vu des histoires de femmes, par exemple, qui prenaient pas assez de calcium et vitamine D, décalcification de leur corps, parce que l'enfant, il s'en fout, il prend sur toi, et donc pendant leur grossesse, elles perdent des dents.
Non, mais Elle a moi, dit, quand j'avais lu ça, j'ai dit, pardon. elle a dit Tu ça, fais c'est un pour enfant, moi. l'enfant, il s'en fout, il mange tout. C'est quel genre de parasite, ça? Non, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que tu te dis, bah, tu peux. Tu, on aura beau tout dire, il y a tellement de complexité autour de la grossesse. C'est pas juste genre, ah bah là j'ai envie d'avoir un bébé, boum, je suis enceinte, c'est merveilleux, je fais pousser. Oh, j'ai quelques petits désagréments, j'ai un peu de mal à dormir sur le dos, machin, etc. Non, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer pendant une grossesse. On vous le montre peut-être pas assez, mais il y a aussi des choses qui peuvent très bien se passer. Mais moi, je suis désolée, je suis une fan de chaussures. Quand j'ai appris que pendant ma grossesse, je pourrais potentiellement prendre une ou deux pointures, Ça t'a terrorisé, ouais. mais toutes ces chaussures dans lesquelles j'investis, à quoi ça sert? Mais j'avoue, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais faire? En plus, il y a certaines paires, je suis désolée, ça fait 10 ans que tu les as achetées. Tu sais que tu vas pas les retrouver dans une autre taille. C'est une collection à ce stade. Voilà. Donc tu veux pas prendre le risque Donc, de les perdre. ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Vous te êtes en train de me dire jure. que je jette mon argent par les fenêtres. Ah Ou- non, c'est grave. En fait, t'as tous ces petits désagréments, et puis après, les gens qui. Il y a ceux qui sont parfois un peu. Celles qui sont un peu parfois malhonnêtes. Oui, mais bon, ça passe. Oui, mais bon, ça passe 9 mois en train de vomir. Je suis désolée, déjà maintenant, ça fait combien d'années que j'ai pas vomi? J'ai pas envie Franchement, de vomir tous les jours pendant 9 mois. Ouais. Ça Mais en change plus, ton goût. quand il réfléchit, au final, c'est vrai que la version mainstream de la grossesse, c'est quelqu'un qui arrive plus à voir ses pieds, qui arrête pas de dire oh là là, je suis fatiguée, mon ventre il est trop gros. Oh là là, j'ai envie de manger des fraises, il faut à tout prix que je mange des fraises, sinon je vais faire une crise de nerfs. Et ça s'arrête là. Et Bien sûr. après, ça va à l'hôpital, comme dans les séries, c'est genre panique, tout le monde est en mode oh mon Dieu, elle a perdu les os, Ouais. hôpital, hôpital. Et puis il y a un bébé qui sort et tout le monde est heureux. Alors qu'il y a tellement de situations qui peuvent faire que ça devient pire que pire. Je pense que au lieu de nous apprendre que oui, quand tu tombes enceinte, tu vas avoir des fringales, etc., il faut nous apprendre déjà. En fait, je pense que la première chose qu'on doit nous apprendre, c'est que une grossesse, en fait, c'est assez dangereux en fait pour perdre la vie. Genre, faut garder en tête que là, on parle en fait d'un parcours dans lequel tu pourrais perdre la vie. Surtout quand on arrive à nos âges, comme tu as dit, à nos âges de grossesse gériatrique. Moi, je prends vraiment ça en compte. Je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans dans un épisode, je vous avais dit que j'avais eu un peu une baby fever là pendant quelques mois. Et en fait, quand j'ai regardé les statistiques, j'ai regardé mon âge, j'ai regardé mon parcours, je me suis dit, franchement, je pense que à mon âge, ce serait peut-être un caprice de rajouter un enfant. Genre, j'ai pas besoin. J'ai eu extrêmement de chance. Et vraiment, quand je dis extrêmement de chance, je pèse pas du tout mes mots, en fait. J'ai eu énormément de chance d'avoir 3 enfants, 3 grossesses qui se sont plus ou moins bien passées, sans chirurgie, sans drame, etc., qui se sont passées derrière. Est-ce que c'est raisonnable de prendre le risque une 4e fois, plusieurs années après, sachant qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner quand tu penses pré-éclampsie, quand tu penses à des problèmes de tension, quand tu penses à toutes les anomalies qui peuvent aussi se créer au cours d'une grossesse. Enfin, je trouve qu'on minimise trop l'acte, en fait. On le minimise vraiment trop pour mettre des pressions aux gens comme ça et de leur dire « Fais un enfant, fais pas d'enfant, fais ci, fais-le comme ça, fais-le machin. » Bien sûr. Alors que pour moi, l'essence, ça serait vraiment de rappeler aux gens, en fait, ça, c'est vraiment un événement, c'est un traumatisme pour ton corps, c'est un traumatisme pour ton mental. Il faut que tu aies conscience de ça avant de te lancer dans cette aventure. Bien sûr. Maintenant, ceci étant dit, c'est en Si, réfléchissant comme ça qu'au fur et à mesure, au fil des années, je me suis dit, en fait, je suis convaincue que je suis contre le concept de mère porteuse. En fait, je n'arrive pas du tout à adhérer à ce concept. Je pense qu'avant, ça ne me dérangeait pas quand j'en entendais parler vaguement. Mais en fait, plus j'y réfléchis et plus je comprends tout ce que ça représente de porter un enfant. Je me dis que même si on met énormément de règles et on essaie de codifier le truc au mieux pour que tout le monde soit en sécurité, pour moi, ça reste une sorte d'esclavage moderne, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Et j'étais tombée sur un reportage où tu as une agence de mères porteuses aux États-Unis qui a recours à des mères porteuses en Inde, bien sûr, pour des clients américains, où ils te montraient des situations qui étaient catastrophiques, Néné. Mais en fait, je trouve que le concept de mère porteuse, pour moi, c'est là où on est arrivé à la jonction de capitalisme, consumérisme, eugénisme et esclavage, tout ensemble. Parce que dans le cas où la mère porteuse donne naissance à un enfant qui a une anomalie physique, qui a un problème mental ou quoi que ce soit, il y a des couples qui abandonnent. Ils abandonnent. Bien sûr. Donc ils se disent, oui, j'ai envie d'être parent, mais dans certaines conditions. Donc déjà là, on est dans un eugénisme de dingue, et on est dans une sorte de hiérarchisation des êtres humains, parce que tu te dis,
si celui-là, j'exagère là, mais dans leur manière de penser, ils se disent, si celui-là est défaillant, il va rester avec la mère porteuse, ce n'est pas mon problème. Donc tu as des femmes qui sont dans une pauvreté extrême, qui acceptent de louer leur corps pour pouvoir s'en sortir, et elles se retrouvent à avoir la charge d'enfants qu'elles ne cherchaient même pas à garder. Et dans d'autres cas, tu as des situations où la mère va mourir en couche, etc. Et on s'en fiche, en fait. Le but, c'est de produire un bébé. Et de produire un bébé qui rentre dans les codes que le client avait en tête. Et c'est tout ce qui compte. Et après, je sais que même si on sort du contexte de l'Inde, il y avait une histoire d'une mère porteuse qui était connue pour être une mère porteuse de célébrité, qui a eu beaucoup de problèmes de santé après avoir donné naissance à plusieurs enfants de stars, et qui en gros, elle se plaignait sur TikTok, etc., en live, en disant qu'elle a des factures impossibles, parce qu'elle est aux États-Unis, bien sûr, elle a des factures impossibles à cause de ses problèmes de santé. Et tu avais un nombre incroyable de gens qui l'insultaient et qui lui disaient « Mais tu croyais parce que tu as porté l'enfant de telle personne, ils allaient payer tes factures à vie ?» Et c'est là que je me dis que il y a un problème, tu vois. Même si on codifie le truc comme on veut, même si tu touches une grosse somme quand tu portes l'enfant, le fait que tu aies des gros problèmes de santé derrière, tu peux pas dire que c'est pas lié au fait d'avoir eu un enfant, parce que mener une grossesse à terme, c'est énorme. C'est Bien énorme sûr. Les traumatismes que ça peut créer dans ton corps. Donc, tout ça, en fait, je peux comprendre en fait que tout le monde n'ait pas la possibilité d'enfanter, etc. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Faire des fécondations in vitro, etc., pour moi, c'est pas du tout un problème, mais vraiment, le fait d'avoir recours à un corps tiers pour avoir ton enfant, je trouve que c'est super dangereux. Après, mais sois rassurés, ils ont fabriqué un utérus dans lequel ils aimeraient faire grandir des enfants. Je veux dire, faire pousser c'est ça. Parents. Parce qu'avant, en fait, le premier problème que j'avais avec ça, quand j'y réfléchissais initialement, j'étais en train de me dire, mais comment c'est possible pour une femme de porter un enfant et de pas s'attacher et de pas vouloir le garder. Alors qu'au final, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Et on parle de ces termes de cette manière, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont faites depuis la nuit des temps. Tu vois, parler de famille recomposée, parler de mère porteuse, parler de trucs, etc. Je pense que c'est des choses qui se sont toujours faites et qu'on on mettait pas les termes dessus, ou alors c'était juste des tabous de famille, etc. Qu'on allait apprendre plus tard, en fait. Mais c'était mon seul souci. Au final, j'ai fini par être en paix avec ça, en fait. Mais je reste persuadée que ça complique énormément les dynamiques, même si tu sors du cadre d'un contrat et que ça soit une transaction, etc., avec une inconnue. Je me dis, admettons, on est dans un cadre de famille, apparemment, puisque ça s'est déjà fait, d'avoir un couple qui dit voilà, telle personne n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle demande à un frère ou à une sœur de faire un don de sperme ou de faire un don d'ovocytes, etc., pour pouvoir avoir les mêmes gènes, etc., ce genre de choses. Et je me dis toujours, en fait, ça va compliquer les relations, parce que soit tu as un membre de ta famille qui va porter l'enfant et tu vas penser que tu as le droit de gérer le corps de cette personne. Tu vas te retrouver dans des situations où tu dis, voilà, ma sœur, elle porte mon enfant, etc. Mais elle sort avec un mec, elle couche avec... Non, mais vous vous rendez compte? Elle couche avec un mec alors qu'elle porte mon bébé, mais je veux pas qu'elle fasse ça, je veux qu'elle arrête. De commencer à dire, ouais, mais pendant que tu portes mon enfant, j'aimerais que tu manges telle et telle chose, parce que j'ai pas envie que mon enfant, il ingère ceci. Et c'est là que je me dis on arrive dans un problème où, en fait, on respecte plus le corps des gens, en fait. Et tout de suite, ça devient de l'esclavage moderne. C'est trop étrange. Mais alors là, moi, mon avis est pas aussi tranché, parce que je me dis... Si on en est arrivé là, c'est que ça devait exister quelque part et d'une certaine façon. Parce qu'on a, comme tu l'as dit, des exemples de personnes où le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Et en fait, tu as le frère du mari qui intervient pour permettre avoir un enfant qui partage les mêmes gènes. C'est un secret de famille, mais genre, oh, bah tu sais, ce soir, moi, je vais travailler jusque 22h au bureau. Si tu passes à la maison... prends soin de ma femme. Et en fait, que de ça découle une grossesse. On sait tout ce qui s'est passé, mais finalement, après, on oublie. Parce que le but est atteint. Et que ce soit ton frère ou que ce soit toi, le matériel génétique est le même. C'est ça. Il n'y a pas plus proche en termes de matériel génétique que vous deux, tu vois. Vous n'êtes même pas aussi proche de vos parents, tu vois. C'est ça. Vous êtes que la demi de vos parents. Je comprends. Après... Je me dis, tu sais, quand tu as ce désir d'avoir un enfant, je pense qu'il ne faut pas être non plus jusqu'au boutiste.
Je pense que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de façons de devenir parent. Tu peux faire appel à tu peux faire appel à l'adoption, tu peux vérifier la compatibilité que tu as avec ta partenaire, faire appel à un don d'ovocytes, un don de sperme, peu importe quel est le cas. Maintenant, sur les mères porteuses, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit devenu trop un business, parce que ça devient un truc où tu vas payer des 100K pour avoir une mère porteuse. Je ne sais pas si ça a toujours été les tarifs ou quoi que ce soit. J'ai vu aussi beaucoup d'histoires où finalement les gens ont une très belle relation avec leur mère porteuse. Je pense qu'il faut faire preuve d'un détachement pour pouvoir porter l'enfant. En fait, il faut faire assez preuve de détachement pour pouvoir porter l'enfant dans le tri en s'oubliant pendant 9 mois, mais en même temps être assez empathique envers ces gens-là pour vouloir les mettre se sentir à l'aise, faire en sorte que tu fasses attention à leurs désirs et leur envie par rapport à cet enfant, etc. Donc en fait, il faut que tu sois détaché en disant c'est pas mon enfant, mais tu dois en prendre soin comme si c'était ta prunelle de tes yeux. C'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a des femmes qui sont capables de le faire. Mais je pense que le problème, en fait, pour moi, il réside en fait, par essence, que tu ne sais pas tant que tu l'as pas fait. On n'en a aucune idée. Donc c'est très complexe. Exactement, et c'est dans les Kardashians, Kim a eu ses 2 derniers enfants par mère porteuse. Elle disait à Chloé, mais tu vois, c'est super parce que la nana elle est géniale, parce que si, parce que ça, blablabla. Chloé, elle a dit dans des extraits que j'ai vus que elle a eu beaucoup de mal à s'attacher à son fils parce que le premier enfant, elle l'a porté, machin, etc. Son fils, elle l'a pas porté malheureusement parce que son état de santé ne lui permettait pas d'avoir une grossesse naturellement. Et elle a dû faire appel à une mère porteuse. Elle dit, mais en fait, c'était très compliqué les premiers mois. J'avais l'impression que c'était pas mon enfant. Et elle dit, et ça n'a rien à voir avec la mère porteuse parce qu'elle a été géniale, etc. Mais c'est moi en tant que personne. De la même façon que si tu portes un enfant, et ça aussi, c'est une autre unpopular opinion, c'est que ça prend du temps de s'attacher à son enfant. C'est pas forcément tout de suite... genre, tu vois ton enfant, t'es hyper attaché, ton enfant est dans ton enfant, t'es hyper attaché. Il y a des hommes je pense qu'on avait déjà abordé ça dans un autre épisode où on parlait du fait de l'instinct maternel, en fait, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe C'est ça, et il y a des personnes, ça leur prend 5 ans avant d'être attachés à leur enfant, de se rendre compte que c'est leur enfant. Ça veut pas dire qu'ils le négligent avant ça, c'est juste que c'est pas mon enfant encore. C'est pas, tu vois, il y a de la même façon qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les tout petits bébés, et puis il y a des gens qui préfèrent les enfants qui parlent. Parce qu'ils se disent, au moins ils peuvent s'exprimer. Moi, cette petite chose-là, qui est là, qui parle pas, qui fait que pleurer, ça ne m'intéresse pas. Donc tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu vis mieux ton rôle de parent pleinement quand cet enfant commence à parler, à bouger, à être un petit peu autonome. Et du coup, pour revenir sur les mères porteuses, en fait, c'est une problématique sur laquelle je n'ai pas encore de solution dans ma réflexion. Pareil. C'est-à-dire que je peux comprendre que ça paraît trop transactionnel, que ça complexifie la chose, mais en même temps, quand tu as réellement d'avoir ce désir d'enfant et que tu dis c'est la dernière étape et que tes moyens le permettent, et il y a ça aussi, c'est que pour avoir accès à ce genre de choses, il faut que les moyens te le permettent aussi. Donc du coup, je suis un peu, je regarde beaucoup d'émissions, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de choses, j'essaie vraiment de me former une opinion, et pour l'instant mon opinion n'est pas tranchée à 100% parce que je peux voir le bon et le mauvais de chaque côté. Et pour l'instant je suis encore sur du 50-50. Ouais, moi je pense que je suis sur... j'ai tranché, mais après j'oublie pas le fait que je suis pas du tout concernée. Tu vois, je veux pas être la personne qui dit aux gens ne faites pas ça. Alors que j'ai jamais eu à y avoir recours en fait, donc je suis pas dans la position de quelqu'un qui aurait uniquement cette option en fait pour devenir parent et qui a un désir de parentalité qui est aussi extrême. Donc je veux pas être dans cette position. Ça veut dire que moi, si on me demande mon avis, je vais dire que je suis contre, mais ça veut pas dire que demain, si on me demande de signer une pétition pour mettre fin à ça, je vais aller le faire. Ça veut pas dire que si on me demande d'aller à la Cour suprême pour arrêter telle et telle chose, je vais pas le faire. Clin d'œil au Royaume-Uni qui a interdit le fait d'être transgenre, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est vraiment sur ce point que je vais insister, c'est que c'est un avis, mais c'est pas un avis qui va m'empêcher de dormir tant que ce sera légal, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est une question qui se pose auprès des concernés. Tu vois, c'est comme... Moi, je peux avoir mon avis sur le fait d'avoir des réserves pour les Indiens dans certaines parties du monde. Mais je suis pas indienne, j'ai pas grandi dans une réserve. Donc,
pourquoi je voterais sur quelque chose qui me concerne pas? C'est ça. Tu vois? Et en plus, moi, mon avis, c'est vraiment par rapport aux mères porteuses. C'est pas par rapport aux couples qui ont recours aux mères porteuses ou les personnes qui ont recours aux mères porteuses. Moi, ce serait plus... si j'étais amenée à discuter avec une femme qui envisage d'être mère porteuse, je lui dirais, franchement, si tu veux entendre mon avis, il va pas te plaire. Mais parler avec un couple qui souhaiterait y avoir recours, je serais aussi capable d'exprimer pourquoi ça me met pas à l'aise du tout. Mais après, si tu veux le faire, tu veux le faire. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas t'empêcher. Je vais certainement pas t'empêcher. Ouais. Bien sûr. Et une autre unpopular opinion qui est un peu plus légère que ce dont on vient de parler, c'est que des enfants, ça te vole le sommeil. Et si t'es une grosse dormeuse, oublie que tu vas dormir. Parce que ça fait partie de ces petites choses. Moi, ça me va parce que je suis une petite dormeuse et tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas plus dormir avec un enfant. Ça n'a pas trop changé, à part le fait que parfois mon sommeil est interrompu. Mais en vrai, je suis une petite dormeuse, donc je fonctionne bien avec peu d'heures de sommeil. Mais pour avoir des proches qui sont des gros dormeurs, ça c'est le truc vraiment, ils te disent j'adore mon enfant, mais s'il pouvait dormir, ça serait bien. Parce que ça c'est... C'est trop marrant que tu dis ça au moment où tu parles, les enfants ils sont en train de se battre, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. J'entends les trois en train de se battre là, ok. Voilà, mais business voilà. As usual. Donc, mais tu vois, c'est ça aussi, tu vois, mais... En fait, c'est toutes ces petites choses, tous les mythes qu'on peut vous faire par rapport à la grossesse. Et c'est comme... en fait, comparaison n'est pas raison, mais pour moi, c'est comme le body positive sur les réseaux. Quand tu vas avoir que des images de body positive, on va dire oui, on aime toutes les femmes, tous les corps, tous les machins, tous les trucs, machin. Fouillez un peu plus loin que juste ça. En fouillant un peu plus loin, vous allez voir on a bien compris que c'était pas vrai, parce qu'au final, on est dans le skinny talk, là. On est vraiment dans l'ère du skinny talk. Donc, vous nous avez menti. On a voulu nous faire croire que tout était body positive, mais ça ne l'est pas. Concrètement, au fond de vous, là, vous n'êtes pas du tout là-dedans. On est tous grossophobes. Voilà. Pareil, tu vois, c'est comme le Black Lives Matter. On a tous mis un carré noir. Voilà. Et maintenant, où sont tous ces gens qui ont parlé avec leur carré noir? Il y a certaines personnes qui le vivent chaque jour. Ça t'arrive pas des fois de te rappeler des moments, des moments forts comme ça qui se sont passés pendant les périodes de quarantaine et de te dire, on était dans un autre univers ou ça s'est vraiment passé? C'était le multiverse. C'était vraiment le multiverse. Moi, c'est à partir de là que j'ai cru au multiverse de Marvel. Hein. J'ai cru sévèrement, genre... J'ai fait partie des disciples de Doctor Strange et tout. Parce que cette période, elle est tellement lunaire. Non, mais tu vois, et c'est la même chose. On a eu toute cette période sur les tradwives où on voyait des nanas qui faisaient tout from scratch, machin, etc. Et quand tu fouilles un petit peu, tu vois que derrière, ce sont des épouses de multimillionnaires, voire milliardaires, qui peuvent se permettre de tout quitter pour aller vivre à la campagne. Parce que, effectivement, quand tu as 200 millions, 300 millions, 400 millions sur ton compte, et que tu as un peu de temps, si tu veux, dans ta journée, pour faire l'école à la maison à tes enfants et de faire un repas from scratch. C'est ça. Non, franchement, c'est fascinant. Moi, je pense que depuis le confinement, là, je me branche un peu plus sociologie parce que quand tu regardes des sociologues parler de ces périodes-là, tu te dis, non, vous avez compris. Vous avez compris qui on est, en fait. Ils vont pas juste te parler de tendances comme ça en surface, ils vont vraiment t'expliquer pourquoi on en est arrivé là, pourquoi les gens pensent ça. Et voilà, je vais te dire qu'est-ce que je pense qu'ils pensent réellement. C'est magnifique, franchement. Et puis faire des parallèles par rapport à l'histoire parce que rien ne s'invente, c'est qu'une répétition permanente. Tout ce qu'on a vu, c'est comme la mode, ça se répète. Donc ils vont te dire, voilà, en fait, quand vous arrivez dans telle ère de votre vie, qu'il y a ça qui se passe, c'est parce que généralement, ça va avec une récession, ça va avec un boom économique, ça va avec ça va machin, etc. Mais en plus, on en a parlé quand on parlait des pilates girlies, etc. On discutait du premier essor du pilate, etc. Que c'est pas du tout le premier qu'on est en train de vivre. Là, c'est déjà le deuxième boom du pilate. Et il y avait toute cette histoire, en fait. J'avais vu une vidéo d'une sociologue qui parlait des origines du régime, en tout cas de la culture du régime aux États-Unis. Et c'était trop intéressant parce qu'elle parlait de l'essor de tout ce qui était fitness, yoga, pilates, etc. Et comment le régime était perçu à l'époque. C'est trop marrant. Et franchement, je vais peut-être mettre ça en recommandation. Parce que ce qui est drôle, en fait, c'est que quand elle parle des origines du régime, de base, c'était quelque chose qui était uniquement lié aux hommes. Comment ça a fait la transition, c'est hilarant. Franchement, c'est hilarant. C'est incroyable. Voilà. Donc dans tout ça, dans tout ce qui est, quand vous voyez sur les réseaux un peu la grossesse, les machins,
Ne prenez pas ça pour argent comptant, même si on sait que vous ne le faites pas forcément. Mais il faut aussi se souvenir que derrière toutes les femmes qui annoncent une grossesse, il y a peut-être un parcours vers la paternité qui est un peu difficile. Pour toutes les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, peut-être que c'était aussi un parcours de faire le deuil avec le fait qu'elles pouvaient potentiellement ne pas avoir d'enfants. Il y a aussi ces femmes qui elles aussi ont juste décidé qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants et d'aller en commentaire leur dire oui mais tu dis ça maintenant parce que t'as 20 ans mais quand on aura 30 tu verras ça va changer. Non, en fait, est-ce qu'on peut respecter le fait qu'une personne ait ses propres opinions et ses propres choix et ses propres envies, que derrière un couple qui a adopté un enfant aussi parfois, ou une personne célibataire qui a adopté un enfant, il y a toute une histoire et qu'il y a des choses qui se passent en fait. Ce que l'on voit et ce que l'on montre, c'est que ce dont on a envie, mais une fois que les portes sont fermées et que les lumières sont éteintes, il n'y a que nous qui sommes dans cette situation qui pouvons voir quelle est la réalité de tout ce que ça implique. Donc essayons de réfléchir un petit peu plus loin. Tout n'est pas strass et paillettes, malheureusement. Vraiment. Non, c'est une super conclusion. C'est vraiment, c'est ça. Tout n'est pas strass et paillettes. Voilà. Et écoute, sur ces belles paroles, Néné, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Est-ce que tu peux chercher un petit glimmer? Un petit glimmer. Une lueur d'espoir. Une petite lueur d'espoir. C'est les bayas qui me rendent heureuse en ce moment. Voilà. Hey, tu sais que je les ai quasiment tous cassés, il m'en reste qu'un. ça veut tout dire. ça veut tout dire. Le ventre, il a dit, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour nous. Hein, changez, madame, changez. Non, vraiment, l'humilité est de mon côté en ce moment, vraiment. Humble. Non, mais moi, c'est les bayas. Et quand je vois ma fille qui fait très attention au sien, quand elle va prendre sa douche et qu'elle enlève ses affaires et qu'elle dit « Attention !» Attention. Il faut pas casser mon baya. Tu dis oui, ok. D'accord, madame. Je dis, genre, elle prend ça vraiment au sérieux. Et petite histoire un peu mignonne, c'est qu'elle avait au début, quand elle a commencé à le porter, elle voulait le montrer à tout le monde. Et j'ai dû lui expliquer que... J'imagine trop, genre. regarde. Voilà. J'ai dû lui expliquer que non, en fait, c'est pas pour tout le monde, c'est pour elle. Tu vois, ça me dérange pas, elle est en maillot de bain, machin, etc. Ça peut se voir, tu vois. Mais c'est pas un truc, genre tu te promènes, tu dis « Ah, ton truc, regarde ce que j'ai !» C'est pas... Ou Tata, regarde ça. Jazz, elle avait fait la même chose. Tu sais, quand on avait ramené des bayas de Côte d'Ivoire, hein, et ben, elle était partie à l'anniversaire d'une de ses copines. Et sa pote, en fait, son grand-père, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais il a un manoir, genre. Il y a des choses là-bas, j'ai pas compris. Elle m'a dit, il y a une salle de cinéma, il y a un tennis court, il y a une piscine intérieure, une piscine extérieure, bref. Elle est partie faire la fête là-bas, je vois que sa pote, elle fait son anniversaire, elle fait une journée là-bas et une nuit. Et quand elle rentre, elle me dit... Sa mère, elle dépose Jazz et elle dit « Oh, Jazz, elle m'a dit, elle nous a montré le bijou qu'elle portait à son ventre, parce que bien sûr, elle est partie avec un maillot de bain et elle a quand même montré son baya. Et je dis à sa mère, elle me dit « Oui, c'est super joli, je lui ai demandé ce que ça représentait. » Et je lui dis « Ah ouais, elle a dit quoi ?» Elle a dit que ça représente sa féminité. J'ai dit « Ah !» Voilà. L'enfant de 10 ans. Oui, c'est because I'm very feminine. Donc voilà, j'ai mis un baya. Tout simplement. Voilà, si on te demande, tu dis que tu sais pas. Voilà. Voilà. Elle va trop faire rire. Ouais, donc ça, c'est vraiment ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est les bayas. Des choses simples dans la vie. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Bah moi, c'est encore plus simple. Néné m'a acheté à manger. Je suis la plus heureuse. Vraiment, je suis la plus heureuse. C'est vraiment mon mari, quoi. Mari numéro 1. Franchement. Et avec ça, vous voulez que j'ai 10 enfants. Regardez ça. T'as vu? Regardez ça. Alors que tu dois me nourrir. Non, moi, je serais jamais d'accord si tu me dis 10 enfants. Je vais dire, mais moi je serai à genoux, vraiment, je serai à terre. Mais alors? Et nous? C'est tout ce qu'on avait prévu, nos projets. Non, c'est trop. Mais tu sais, juste pour la dynamique, en fait, juste pour voir le changement de dynamique, j'aimerais trop te voir enceinte, juste pour ça. Parce qu'en fait, toutes les fois où tu m'as vue enceinte, t'étais toujours en train de t'occuper de moi. Et je me dis, j'ai besoin qu'on renverse la dynamique un jour ou l'autre, quoi. Que ce soit toi qui as le gros bidon et tu te dis, ah, d'ailleurs, j'arrive pas à porter les packs d'eau. On va sortir de la voiture. C'était toujours toi. Non, mais c'est vrai. Qui vivra verra, vous l'entendrez ici en premier, hein, si un jour cette chose arrive. C'est une volonté vraiment égoïste, quoi. Oui, je sais, mais bon, notre petite unité familiale fonctionne bien pour l'instant. Grave. Notre petite unité fonctionne bien pour l'instant, mais bon, je ne suis pas complètement fermée à cette idée
Comme disent les Congolais, je ne refuse pas. J'accepte et mon cœur reste ouvert, mais, bon, voilà. Restez branchés. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve sur Instagram tous les matins pour les blagues. On se donne rendez-vous dans la newsletter pour avoir un contenu un peu plus exclusif. On se fait des emails si vous avez des longues histoires à nous raconter. Yes. Sur Twitter, si vous avez envie de débattre de toutes les choses qu'on voit un peu sur la timeline, n'hésitez pas à nous envoyer des choses, ça nous permet de rafraîchir un peu notre timeline, parce que parfois on voit tout le temps les mêmes choses et on se dit on est bloqué comme un Sims contre un mur. Oui. Donc c'est bien de mélanger un peu les cartes, rebattre un peu les cartes. Je pense que prochain épisode, on devrait faire des petites dédicaces, parce qu'on a quand même quelques abonnés qui nous envoient régulièrement des trucs vraiment de bonne qualité. Peut-être qu'on va commencer à faire des shout-outs dans le podcast. On va faire les mabanga, comme on aime dire chez nous. Ouais. Maître et Trick, toujours dans les DM, à nous envoyer les meilleures blagues. Trick, en train de mettre, qui nous fait les shout-outs dans la musique. Bon, on va commencer à faire les mabanga. Vous allez vivre vraiment... Ce podcast n'est pas censé... est en train de se congoliser de plus en plus. C'est trop. Non, vraiment, n'hésitez pas à nous signaler si vous en avez marre de la congolité. Mettez un drapeau rouge en commentaire, je sais pas, si vous en avez quelque chose. Ça suffit. On a compris que vous étiez Parce que ce programme, c'est vous, vraiment. Si vous en avez marre, soyez honnête, dites-le, c'est pas grave. On ne prendra pas personnellement, parce qu'on peut continuer ça dans des coulisses. On fait ça tous les jours à la maison. Chaque jour. Et bien voilà, merci à toutes et à tous, et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Bye yo.